Bonjour à tous et bonjour à toutes. Encore une fois, soyez les bienvenus sur CAF Décrypte. Et comme vous le savez, à notre accoutumée, sur CAF Décrypte ici, nous décryptons l'actualité africaine et mondiale bien sûr. Mais nous sommes de plus en plus axés sur l'actualité africaine, puisque comme vous le savez, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et nous avons le droit et le devoir de parler d'elle et de parler de ses enfants pour son développement et pour son émergence future. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo qui a été réalisée par le PM du Mali, le Premier ministre Sogal Kokala Maïga, qui a eu à faire une sécession d'appropriation du programme national d'éducation qui a été présenté le 22 juin 2024. Du coup, c'était hier. Le PM du Mali, Sogal Kokala Maïga, insistait sur le fait que l'ambassadeur de la Corée qui était basé au Mali a voulu le faire plus ou moins la morale sur le fait que les militaires étaient le mal du Mali et que les militaires n'étaient pas une bonne chose pour un pays. J'ai rappelé le fait que lui de son côté est très mal placé pour le faire la morale, sachant que leur pays, Corée, a été aussi les fondements et les six bâtiments de ces pays-là pour leur émergence et leur sortir de la famine, puisque c'était des inquiétés de la famine, a été mise en place par des militaires, par un homme fort. Donc, il n'était pas assez placé pour le faire à la morale. Je veux dire, en fait, c'est pour vous dire que Sogal Kokala Maïga, c'est vraiment, pour moi, un homme très instruit et un homme sage qui a énormément à nous apprendre sur l'histoire du Mali et sur l'histoire de l'Afrique tout entière. Et moi, je dirais même l'histoire mondiale, puisque cet homme, c'est vraiment une bibliothèque qui a énormément de choses à partager avec les futures générations. Et je vous laisse écouter ces vidéos-là, puisque ce qu'il a à nous dire sur ces vidéos est encore une caviar, comme à ses habitudes. Peace out. Je pense que tout ce que nous avons dit ici, c'est les avis des cadres qui sont aussi pertinents que les vôtres. Donc il ne s'agit pas de nous répondre. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas l'objet. Il s'agit juste de prendre les observations des uns et des autres et voir dans quelle mesure vous pouvez les intégrer. Sinon, vous ne pourrez pas répondre à tout le monde, surtout que c'est un débat interactif. Je voulais cette précision. Donc l'objet de ces questions, ce n'est pas de vous demander de répondre à toutes ces interventions. C'est juste les recenser avec M. le ministre et voir dans quelle mesure vous pourrez les intégrer. Ceci d'autant plus que le document que vous faites ne va pas forcément prendre en compte toutes nos préoccupations. Par exemple, les deux professeurs d'université, le ministre des Mines et celui de l'enseignement supérieur, viennent de nous dire qu'ils sont en train de travailler sur un programme, la pensée autonome. Ça veut dire qu'il y a dans beaucoup de secteurs, les réflexions vont continuer. Ce que vous donnez, c'est un socle, me semble-t-il, à partir duquel la société va s'organiser. Sinon, il va y avoir beaucoup de secteurs où les incidences vont amener à différents développements. Donc ce que je dis ici, c'est juste pour renforcer le socle que vous avez présenté. Ce sont les contributions d'un citoyen malien qui suit avec beaucoup d'intérêt ce que vous faites. Je voudrais, et je devais commencer par ça, vraiment vous remercier parce que le document est vraiment un document de qualité. Personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Et le professeur Ndiaye, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je suis ces présentations et ça m'a toujours procuré du plaisir. Et cette fois-ci, avec votre équipe, je crois que nous avez montré que on peut être ministre ou président ou premier ministre, mais on doit apprendre chez vous. C'est pourquoi je parle de l'élève qui parle au professeur.
Ceci dit, je voulais juste faire quelques contributions. D'abord, vous avez parlé beaucoup de l'historique du Mali. Vous avez cité les grandes entités, les Mansa, les Askia. Je crois que vous avez omis les Soni. Parce que si vous parlez de l'Empire Songhai, c'est en 2 étapes. Il y a le Songhai et qui a eu 2 empereurs, Soni et Askia. D'ailleurs, plus tard, vous avez parlé du grand canal qui a été construit vers Bourem. Ça, c'est du temps des Soni. Donc, il serait bon de le citer. Concernant les grandes victoires, vous en avez parlé beaucoup, les victoires historiques que notre peuple a portées au temps de la lutte contre le colonialisme. Je connais certains détails parce que je suis en train de travailler sur un livre sur cette question, spécialement pour ressortir la contribution de la communauté Touareg, comme on l'appelle, dans la résistance à la pénétration coloniale. Donc, il y a certaines données que j'ai sous la main. Et la bataille dont vous avez parlé de Takubao, il y a très peu de Maliens qui en savent. Même dans les milieux Touareg, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être vous, les grands intellectuels, et puis certains historiens. En fait, ça fait partie des grandes épopées de l'histoire du Mali, où la communauté Touareg a infligé une perte inouïe. Je crois que même les historiens français n'ont pu oublier. Mais là-bas, c'est la communauté Touareg complexe, les Noirs et les Blancs. Parce qu'il y a trop de confusion à ce niveau. C'est vraiment l'expression même, l'exemple même de ce que quand les communautés se mettent ensemble, elles peuvent résister, même si on arrive à les vaincre à cause des armes. Ensuite, vous savez, dans la plupart des jeunes Maliens, quand vous les demandez, on vous dit la surface du Mali, c'est 1 241 000 murmurula, kilomètres carrés. Ça, c'est maintenant. Mais avant, on nous dit c'est 1 240 000 kilomètres carrés. C'est ce que l'ancienne génération sait. Les murmurus qui s'ajoutent là, des 140 000 et quelques là, c'est après la guerre de 1987. C'est bon que les gens savent. Je suis sûr que dans la salle, il y a très peu de gens qui savent ça. Avant, la superficie, c'était 1 240 000. Mais après la guerre de 87, de 85-86, le Mali a ajouté ces 200 et quelques là. Et ça a été reconnu à La Haye. Donc, ça veut dire que les épopées de notre armée, là, en réalité, ce n'est pas maintenant. C'est seulement souvent dans les grandes nations où vous trouvez des périodes de l'histoire qu'on perd. Cette portion, c'est pourquoi quand j'ai entendu quelqu'un récemment dire aux gens, en philosophant, qu'il ne faut pas qu'on vous mette dans la tête que le Mali a gagné la guerre de 86, bon, j'ai dit celui-là, c'est vraiment un ignare triomphant, quoi, parce qu'il ne connaissait rien de l'histoire du Mali. Et beaucoup ne savent pas, mais ils sont plus modestes. Je voulais donc souligner cet aspect. Ça, c'est vraiment un commentaire, ce n'est pas à mettre dans le document, c'est juste pour que les uns et les autres le sachent, d'où viennent ces 241 000 et quelques kilomètres carrés. L'Alliance des États du Sahel, effectivement, vous en avez parlé. Aujourd'hui, tout ce que nous disons doit intégrer la question des alliances. Vous savez, la première fois où on a discuté de cette question entre des officiels, c'est quand le premier ministre burkinabé était là, le 1er février 2013. 23. Lorsqu'on a fait un long développement là-dessus, et plus tard, quand j'étais à Ouagadougou, on s'est penché là-dessus un peu plus largement avec ces ministres. Je leur ai dit que pour faire toute construction, il est bon qu'on s'interroge comment les anciennes ont été créées et quelles ont été leurs difficultés. Vous avez parlé effectivement des fédérations Ghana, Guinée, Mali. Moi, je lui avais dit le Dahomey, la Haute-Volta, le Soudan, le Sénégal. De voir un peu comment ces groupes ont été constitués, quelles ont été leurs insuffisances et les difficultés qui ont amené à ce que ces alliances n'ont pas prospéré. Bien sûr, il y a le côté subjectif. Il y a les Français qui jouent en bas pour gâter, mais ils font la même chose même maintenant avec l'AES. Il y a aussi le côté subjectif. Le premier, c'est le côté objectif. Il y avait le président d'un pays voisin qui jouait. Vous savez de qui je parle. Mais il y a aussi le rôle des dirigeants en personne. Par exemple, celui d'un pays de l'AES,
Quand il a quitté la réunion, il a promis d'aller ratifier. Mais arrivé dans son pays, il a refusé et la fédération est fondue comme ça. Parce qu'il a refusé de ratifier. Il m'a donné sa raison. Je lui ai dit que ça, c'est une des raisons. C'est celle que vous connaissez. Parce qu'il dit qu'on avait envoyé des valises d'argent à ce monsieur. Il a dit non, il y a aussi la place du Conseil de l'Entente qui était en gestation. Il a dit que le siège va être là-bas. Donc on corrompait les gens avec des petites choses du tout. Quand j'étais au Niger, pour la petite histoire, j'ai même dit aux Nigériens que j'ai failli être géographiquement un Nigérien. Parce que vous savez qu'à la fédération, comme ils ont joué, dans chaque pays, on opposait des frères et on aidait l'autre à gagner. Ou on aide les deux, chacun accuse l'autre d'être un collaborateur des Blancs. Mais celui qui gagne, on le prend, on travaille avec lui. Donc au Nigeria de Djibo Bakari et Amani Diori, il y avait c'était des parents. Donc pratiquement, si Djibo Bakari avait gagné, on lui avait promis de rattacher le nord du Mali. Donc si lui il avait accepté leur jeu, il allait être président avec le Niger élargi aux régions du nord là. J'ai dit aux prémices du Niger, j'ai failli être Nigérien. Une première fois et la deuxième fois, j'ai raconté l'histoire que vous avez vue sur les réseaux. Donc, c'est pour dire que, je l'ai dit que c'est important que, concernant l'AES, nous voyons les facteurs subjectifs, les actions de l'étranger, du sabotage de l'Union, et les rôles individuels et subjectifs des dirigeants et des équipes qui dirigent. Parce que les peuples voulaient cette alliance-là il y a longtemps en réalité. C'est les politiques qui ont divisé les pays. Et donc, c'était important que tout le monde ait ça en tête. C'est-à-dire toutes les choses que je suis en train de dire, beaucoup, c'est pour votre information. Comme on dit, les élèves peuvent lire certaines choses et les dire à leurs professeurs aussi. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire. Maintenant, il y a le contexte et la justification dont vous avez parlé. Effectivement, tout ce qu'on dit là, ça repose sur la légitimité des institutions et la vertu des dirigeants. En Bomana, on dit Kamiba Nyemogo fait, ou bien comment on dit Nyemogo. Quand les premiers dirigeants donnent l'exemple, s'ils ne donnent pas l'exemple, le pays ne peut pas marcher. Tout ce qu'on dit théoriquement là, s'il n'y a pas la légitimité des institutions et la vertu des dirigeants à Titanie. Vous vous rappelez le jour quand on a fait le grand rassemblement sur le jour de la souveraineté retrouvée. Quand j'ai sorti le chiffre qui est devenu maintenant, parce qu'à force de dire la chose, tout le monde est d'accord. Quand je leur ai dit qu'on a sorti 4 millions et quelques de personnes en une journée, et que quand les services de sécurité ont vous donné plus, j'ai dit à Bambo, 4 millions ça suffit. Parce que c'est 4 millions et quelques. Ce jour-là, j'avais dit, non seulement 4 millions nous suffisent, mais les pays qui nous ont sanctionnés là, il n'y a aucun d'entre eux qui peut faire sortir 1 million de personnes. D'ailleurs, tous les présidents qu'ils appellent démocratiquement élus là, c'est avec 1 million 100, 1 million 200. Personne. Ça veut dire que la légitimité du pouvoir de transition là, ce n'est pas dans les urnes où on met la corruption là. Les gens sont sortis montrer là avec leurs doigts. Parce qu'en venant dans ces manifestations là, tout peut vous arriver. Donc la légitimité a été imposée par l'histoire. Maintenant, il y a la vertu. Ceux qui dirigent ces gouvernements-là, ils doivent donner l'exemple. Les régimes sont légitimes. Si les dirigeants donnent l'exemple, ils peuvent imposer. Un père, quand il veut sanctionner ton fils, le frapper là, il faut que tu donnes l'exemple. Si tu es un paresseux, toi, tu es dernier de la classe. Tu ne peux pas imposer à ton fils d'être le premier. Donc c'est très important ce que vous avez dit. La légitimité des institutions et le leadership vertueux. Vous avez mis ça parmi les contextes de la justice et les méthodes. Vous savez, au lendemain de la guerre, lorsque la Corée, qui avait un niveau de développement égal à la Côte d'Ivoire, le Mali, a voulu se reconstituer, ils ont reconstitué les systèmes éducatifs. Vous savez que l'éthique et la morale sont devenues les matières les plus coefficiées, même aujourd'hui là-bas. C'est pour cela que quand un dirigeant, je me suis dit, quand il déconne, mais le peuple sort. Là-bas, quand un dirigeant, on le trouve en train d'avoir volé, il préfère se tuer. Depuis le bas âge, on enseigne aux enfants l'éthique. Voler
mentir, tricher. N'y a que nous, on te tue, bientôt, mais tu te tues. Vous avez eu des dirigeants des grandes boîtes là qui se sont suicidés. Vous avez eu des présidents, la population est sortie pour les renvoyer. Parce que l'éthique, chez eux, ils l'ont mis au centre de leur éducation. Je reviendrai sur une question du ministre de la fonction publique, la sécurité alimentaire, pour montrer que c'est un élément de légitimation d'un régime. Vous avez ensuite les objectifs, les visions et les axes stratégiques. Moi, je voulais que vous ajoutiez, en tout cas, vous allez voir, hein, c'est des avis, comme je dis, c'est à vous d'apprécier. Votre aéropage là est plus bien instruit qu'une seule personne qui parle. Vous savez, parmi les vertus, il y a le respect et la sacralisation de tous ceux qui donnent leur vie pour que le pays reste debout, les militaires. Parce qu'on nous a travaillé le mental. Moi, je discute avec beaucoup d'intellectuels qui sont nos promotionnaires. Les gens pensent que quand tu es militaire, la faute, tu congolo là-haut. Et les militaires aussi pensent que quand tu es civil là, tu ne comprends rien de la stratégie. Mais c'est la vérité. Or, la réalité, c'est que on fait les mêmes écoles, on fait les mêmes matières. Ils sont seulement soumis à une certaine discipline où ils se taisent. Mais en plus, ils étudient la stratégie. Mais les civils, là, tu prends des leçons de philosophie, tu sais bien parler le français, on dit que tu es bien instruit. Il va te faire tomber dans le piou. Parce que lui, on lui a appris la stratégie. Bon, j'ai dit ça pour vous faire rire, mais en réalité, chez nous, on cultive le fait que, ouais, un militaire ne peut pas être ici, un militaire. Et on nous a mis ça dans la tête. Il y a beaucoup d'intellectuels, quand vous causez avec eux, mais certains ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Alors que ceux qui nous ont enseigné ça, vous avez entendu dans mes meetings, chaque fois qu'ils ont eu des problèmes dans leur histoire, là, ils ont été chercher des militaires. Les Français, De Gaulle, c'était militaire. Et Churchill, c'était militaire. J'ai donné l'histoire de Churchill. En 1940, tout le peuple anglais est sorti applaudir leur premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a été conclure un pacte de paix avec l'Allemagne. Vous savez, quand il est revenu, tous les Anglais sont sortis pour applaudir le monsieur. Même la reine. Il y a un seul homme qui est sorti, il a dit non. Vous avez été signé un pacte de la honte pour éviter la guerre. Vous aurez et la guerre et la honte. Mais on le prenait pour un fou. Mais lorsqu'en 1941, les Allemands ont attaqué l'Angleterre, tout le monde s'est tué. La reine a allé le chercher, il dit Alakama, viens diriger le pays. C'est lui qui a dirigé le pays jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la fin de la guerre. C'était militaire. Les Américains qui nous donnent la leçon tout le temps, ils nous bourrent la tête, qui a ceci. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils avaient l'incertitude que le communisme allait les envoyer, mais ils ont cherché un militaire pour le mettre à la tête. Mao, c'était militaire. Tous ces pays-là, quand ils sont dans des tournants existentiels chez eux, ils ont cherché un de leurs fils qui est militaire. Donc c'est lui qui donne sa vie. Son travail, c'est donner sa vie. Parce que moi, je suis un ingénieur de télécom, je vais au boulot et puis je vais à la maison voir ma femme. Mais eux, quand ils vont en mission, ils ne savent pas s'ils vont revenir. C'est la seule profession. Donc, il faut entrevoir la sacralisation et le respect de tous ceux qui, dans leur métier, sacrifient leur vie pour la nation. Vous avez ensuite, parmi les illustrations et les valeurs caractéristiques, bon, j'en ai déjà parlé, la légitimation des institutions et un leadership vertueux. C'est très important. Vous avez ensuite les valeurs, vous les avez citées. Je vous suggérerais d'ajouter, c'est vrai, on a parlé de le patriotisme. C'est très important, écrit noir sur blanc. Vous savez, je le sais parce qu'à un certain moment au Mali, parmi les critères pour être responsable, il y avait le patriotisme. Parce que quand vous mettez quelqu'un dans une position, il va discuter avec des grandes puissances, où les gens ont les moyens, ils sont plus expérimentés que lui. Mais vous savez, le système des Européens, on vous intimide. Hein? Ce que j'ai dit l'autre jour là, ce n'est pas la blague, je le sais. On vous amène dans une salle, au bibaga. Devant les gens, c'est les souris, les accolades.
Nous, dans les négociations commerciales, vous savez, l'ambassadeur le ministre des Amériques, il est venu à 80 personnes. Nous, on était 4. Le ministre, son conseiller, le PDG de la CMDT et l'ambassadeur. Oui, en Bagabaga, il nous dit qu'ils ne sont pas venus pour du théâtre. Qu'il faut qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je lui ai dit que nous, moi, je ne suis pas un artiste, je n'ai pas appris à jouer le théâtre. On a pris nos bagages et on est sortis. Après, ils ont prié, ils nous ont dit de revenir. Et puis, on a commencé à se parler comme des gens sérieux. Donc, c'est leur méthode. Si ce n'est pas que les membres de la délégation là, avaient un objectif, mais on allait céder à tout, mais on a refusé. Ils ont poussé leur président qui a appelé le nôtre la nuit. L'ambassadeur est allé réveiller à Tété à 6 h du matin. Quoi qu'à faire, heureusement, à Tété ne nous a fait aucune pression. Il m'a parlé en soirée au téléphone. J'ai dit, mais vous croyez que la CIA n'a pas de gens qui parlent de soirée? Il s'est mis à rire. Il me dit, il ne faut pas nous amener des problèmes. J'ai dit, on n'aura aucun problème. Les gens, ils ont tort. Mais à la fin, ils ont cédé. On est venu avec une enveloppe de 250 milliards de francs CFA. Ils ont dit que la délégation malienne, là, c'est des fous. Ils sont venus du Burkina, ils n'ont rien, c'est un militaire qui est là-bas. Au Bénin, on peut donner, c'est un civil. Au Tchad, parce que c'est les pays qui produisaient le coton. Mais si on n'avait pas fait bloc, si seulement les considérations, avoir peur, menacer, ou bien les Européens, ils sont plus hypocrites, hein. Ils vous appellent, ils disent, hey, les Chinois et les Russes, là, ils sont mauvais, il ne faut pas travailler avec eux. Comme si nous, on ne sait pas choisir qui sont nos amis. Donc, je voudrais que vous ajoutiez le patriotisme. Maintenant, l'utilisation des technologies de l'information dont les uns et les autres ont parlé. Vous savez, la société évolue, on ne peut pas arrêter l'évolution. Il faut s'adapter. La Chine qui a fait le TikTok là, mais là-bas les enfants ne regardent pas les réseaux sociaux. Leurs ordinateurs, c'est des algorithmes qui regardent les mathématiques, la physique, les sciences économiques. Il n'y a qu'un moment dans la semaine où les parents autorisent les enfants à regarder les réseaux. Mais aux États-Unis, les enfants d'Obama ne regardent pas les réseaux sociaux. C'est le week-end, il y a une fenêtre où les enfants sont autorisés à regarder la télé, les réseaux sociaux. Mais si chez nous, le père vient, le film là que les femmes aiment, là, comme un novelas, non? Il y a des familles où les maris se bagarrent avec les femmes. Ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir deux télés là, on menace le mari, et il sort. Là où c'est l'homme, c'est la femme qui sort. Et on regarde ces films, la femme embrasse son mari devant les autres et gifle son mari, la femme vient, il insulte son père. Mais quand les familles regardent ces choses-là, mais on formate leurs esprits. Et les pays où ces novelas-là, c'est pas regarder, c'est interdit, c'est crypté. Quand tu veux, tu payes et tu vas regarder. Mais c'est chez nous, la télé nationale diffuse. Donc, toi, tu n'as pas mangé le soir, ta femme est en train de regarder. Si tu parles là, on te dit qui d'a là, quoi. Et puis, si ça ne va pas là, on te menace. Les enfants voient les gens qui insultent leur mari, leur femme. Mais ça, il faut que nous-mêmes, on décide là. Sinon, on ne peut pas arrêter la technologie. Hein. Si on interdit de faire ces programmes-là, à notre télé, ou les chaînes cryptées qui sont chez nous là, le gouvernement peut faire la liste d'un certain nombre de chaînes et interdire que ça soit sur leur bouquet. Donc c'est à nous de décider qu'est-ce qui est bon pour nous. Sinon, si on laisse les autres là, ils vont nous venir vendre leurs affaires là. Vous savez, l'homosexualité, quand il vient un ministre, on lui chuchote à l'oreille. Chez nous, on a renversé un régime comme ça. Les pays scandinaves sont venus, ils ont vu les membres du gouvernement, on dit coéducation complète, ou comme on appelle là. Ils ont réuni les enseignants, ils ont été, le premier s'est monté au président, il dit mais c'est très bon. Ils ont été à Ségou, ils ont fait leur atelier, quand ils ont adopté les livres, comme le président voulait renvoyer le premier ministre. Le premier ministre est venu donner les livres, il dit mais vous avez fait du bon travail. Et puis il a appelé Mahmoud Diko, et puis il a envoyé une copie à Nyoro. Et les régionaux se sont levés, disent que ce premier ministre, tant qu'il est là, et ils ne veulent pas de lui. Mais ils l'ont jeté, mais ça c'était un complot entre les politiques et les religieux. C'est les Occidentaux qui ont amené de l'argent pour introduire l'homosexualité dans nos écoles. Et les gens du gouvernement ont accepté. Et donc ces gens-là, s'ils veulent répandre leur culture, c'est à nous de dire qu'est-ce qu'on ne veut pas. Mais quand on a des dirigeants qui jouent eux-mêmes, le premier ministre est d'accord pour l'homosexualité, le président lui dit que c'est bien alors qu'il n'est pas d'accord, parce qu'ils ont des conflits internes entre eux. Mais les Occidentaux, ce n'est pas leur problème. C'est comme ça qu'on fait chez nous.
Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut et l'interdit chez nous. Les films, les technologies, l'information et tout. On ne peut pas arrêter la technologie, je vous assure. Maintenant, le ministre de la Sécurité alimentaire a parlé de nourrir les gens. Vous savez, j'ai l'habitude dans mes... Le ministre de l'Emploi. Ah, vous ne voulez pas être de la Sécurité alimentaire? Attendez, la prochaine fois, je vais voir le président, on va changer le gouvernement. Donc, j'ai l'habitude de dire dans mes développements qu'un gouvernement, quelle que soit la façon dont il vient, coup d'État, élection, succession dynastique, ou que sais-je encore, il a 3 moyens de légitimation. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Quand vous êtes sécurisé physiquement, vous voulez manger. Quand vous avez peur de mourir là, vous courez tellement. Mais si vous savez qu'il n'y a plus de danger là, vous commencez à avoir faim. Un gouvernement qui ne peut pas nourrir sa population, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas soigner sa population, il ne peut pas être légitime. Un gouvernement qui ne peut pas éduquer sa population, il ne peut pas être légitime. C'est les 4 critères de légitimation d'un pouvoir pour moi. Sécurité, alimentation, médecine, soins, éducation. Quand vous assurez ces 4-là, vous n'avez pas besoin de vous mêler de trop de choses. Vous savez, l'ambassadeur du Corée est venu chez moi un jour, comme on a créé le complexe des régimes démocratiques là, il est venu, il a tourné pour me dire chez eux, j'ai dit ambassadeur, moi je connais votre histoire là. Celui qui a développé votre pays là, vous l'appelez dictateur, il s'appelait Tchondo Kwan. C'est pas, vous n'avez pas élu. Quand ils sont sortis de la guerre, ils ont regardé comme nous aujourd'hui les problèmes qui sont posés à leur nation. Premier problème, ils avaient tous faim, ils ne mangeaient pas leur faim. Le président dit que tant que tous les Coréens ne mangeront pas leur faim, on ne pourra rien faire. Donc ils ont investi, et en 4 ans, ils ont inversé la tendance. Personne n'a faim là-bas. C'est eux qui se promènent pour vendre le riz dans le monde. Deuxième chose, il dit maintenant, il faut qu'on accède à la connaissance. C'est les premiers dans les technologies, l'information aujourd'hui, la communication, en tout cas les uns des premiers. Avant, ils ne savaient rien, ils étaient comme nos pays. Donc c'est les dirigeants, ces choix. Et quand vous faites des choix, il faut insister là-dessus. Et l'éducation. J'ai dit à l'ambassadeur, mais votre dernier président, là, la population est sortie pour le renvoyer. Ils n'ont pas eu besoin qu'on leur paye de l'argent. Parce que quand une population est sécurisée, quand elle mange bien, elle est soignée bien, elle est éduquée, quand les dirigeants foutent là, ils vont sortir les renvoyer. On n'a pas besoin de groupes minoritaires qui sortent pour déstabiliser un régime. On est obligé de tirer sur eux. Quand les gens sont des milliers, aucun militaire ne va tirer sur eux. Mais c'est comme ça qu'on a fait tomber le Corée. Donc je l'ai dit, Excellence, chez nous là, ne venez pas me mettre dans la tête qu'on a des militaires, c'est pas bon. Chez vous, c'est un militaire qui a sorti votre pays de l'ornière. On a arrêté le débat, on est passé à autre chose. Donc, c'est extrêmement important d'assurer la sécurité alimentaire. Moi, j'ajoute sanitaire et éducationnel. Un peuple qui n'est pas éduqué, il ne peut pas résister aux aléas de l'histoire. Et enfin, j'avais expliqué ici, et plusieurs fois, qu'un État, c'est la force et le droit. Je le répète partout. Un État, c'est la force et le droit. C'est son armée, après avoir assuré les moyens de légitimation, et le droit pour qu'il y ait de l'ordre, pas de désordre dans le pays. Le droit pour s'opposer à quiconque veut s'imposer, pas la force aux autres, et disons la force pour dissuader n'importe qui veut s'imposer aux autres, comme les terroristes veulent s'imposer à nous aujourd'hui. Et le droit pour protéger les droits des citoyens. C'est ça un État. Et un État, dans un État, les citoyens doivent avoir peur ou avoir honte. Les deux d'ailleurs. Peur et honte. S'il n'a pas peur, il n'a pas honte, c'est un animal. On nous a transformés en animaux. Les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de l'État. N'importe qui se lève, il va défier le président, il va l'insulter, il va prendre le gouvernement. N'importe qui. Et il n'y a pas de droit. Un maire se lève, il va vendre les rails. Un ministre se lève,
ils privatisent les TP. On ne peut rien. Quand on veut faire des travaux d'urgence, on dit aller chez des privés. Donc les gens n'ont peur de rien. Dans un État où les gens n'ont pas peur, l'État c'est le droit et la force. Il faut que les gens aient peur de l'État à cause de sa force et du fait que la justice peut passer pour eux. Je ne parle pas d'une justice qu'on manipule. Je ne parle pas non plus des militaires qui défilent dans ces pays-là où on dénigre nos militaires. Ce n'est pas eux. Je parle de ceux qui font correctement leur travail. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas d'État. Et enfin, maintenant, je finis par l'histoire de l'UNESCO. Vous savez, au Mali, le ministre, un des professeurs a parlé de l'UNESCO. Vous savez, les programmes qu'on nous enseigne, le ministre de la Défense a d'ailleurs parlé des instruments, l'éducation qu'on met dans la tête des gens depuis le bas âge. On enseigne l'histoire des autres au premier cycle. Quand on commence à être plus conscient, on nous enseigne l'histoire des Européens. Vous savez d'où c'est venu? En 1960, lorsque les pays ont acquis leur indépendance, comme les autres cherchent toujours à nous maîtriser, ils ont tout de suite organisé à Addis Abeba, en 1962, la conférence mondiale sur l'éducation en Afrique. Tous les pays ont été. Le Mali était représenté par le ministre de l'Éducation, Abdoulaye Singaré, et notre ambassadeur à Paris, je crois que c'était Camilla, en tout cas un de nos hauts responsables. Mais c'est là-bas qu'on a uniformisé l'enseignement dans tous les États africains. Maintenant, quand les dirigeants sont retournés chez eux, chaque pays a essayé de l'adapter. Chez nous, les gens se sont plus penchés sur la décolonisation du mental des gens. Mais cet aspect-là, ça leur a échappé, je crois. En tout cas, tu entends chaque Malien qui se lève, ah, la réforme de 1962, Outa Doyara Boramiou. Parce qu'on nous a dit que tout a été créé à partir de ça. Ce n'est pas vrai. C'est les Occidentaux qui ont fait ça. Et dans tous les pays africains, là, c'est les mêmes programmes à peu près. Tous les pays francophones, là. On vous enseigne les Babamba, les Soni Alibar et autres là, en première année. Quand vous venez, Révolution française, la Révolution russe, la Révolution industrielle en Angleterre. Ça, c'est la vérité. Mais que vous sachiez d'où ça vient. Donc, quand le ministre de la Défense dit qu'il y a les instruments, ces instruments-là ont été élaborés, ça peut échapper des gens à des moments donnés, mais nous, ça ne doit pas nous échapper. Parce qu'encore une fois, le ministre de la Culture, il est là, il a le verbe haut souvent, parce qu'il sait que son premier soutien dans l'équipe gouvernementale, c'est le président. Parce que le président nous dit que la culture, le mental, là, non, tout ce qu'on fait, c'est zéro. Donc, je voudrais vous féliciter. Tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment des contributions, comme je dis. Tout ce que nous avons dit, c'est les avis des membres du gouvernement. C'est vos élèves individuellement. Allez-y intégrer ce qui est bon, parce que c'est pour toutes les institutions. Donc, on ne prétend pas détenir seule la vérité, mais en tout cas, intégrer ce qui est bon là-dedans. Qui parle au professeur Ndiaye. C'est le premier ministre qui clôt la séance. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre exposé. Honnêtement, je le trouve brillant. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est pourquoi je ne voulais pas ajouter complète. Et ça montre effectivement qu'on ne s'est pas trompé. Dans le choix de votre équipe, le ministre de la Refondation ne s'est pas trompé. Le président non plus ne s'est pas trompé parce que vous savez qu'au sortir des assises nationales, beaucoup ont parlé des 30 ans, tous les Maliens sentent que ça ne va pas. Mais quand les Maliens se sont retrouvés, ils ont dit ce qui leur fait mal. Mais comment soigner cette maladie? Certains ont dit qu'il faut que l'or brille pour le Mali, il faut arrêter la spéculation foncière. Mais tout ça, s'il n'y a pas des hommes de valeur au centre, donc c'est la phase la plus sensible qu'on vous a confiée de traiter, réfléchir et proposer aux Maliens. Et je pense que le travail a été fait avec succès. Il nous appartient de vous aider et de nous aider à l'enrichir. Parce que ce que vous avez présenté, c'est un socle. Je veux qu'on comprenne tous, y compris les ministres, que vous ne pouvez pas traiter de tout. Vous présentez un socle autour duquel chaque secteur va travailler. Je disais que le président a bien fait
Parce qu'on pouvait juste dire on est sorti des assises, voici les résolutions, comme on a l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, on a pris chaque domaine. Et le sincère, le comité interministériel chargé de la mise en œuvre des résolutions des assises, c'est une nouveauté, quand même, pour qu'on ne laisse pas les choses. Qu'à la fin de la transition, on puisse dire voici ce qui a été fait à partir de vos demandes et voici ce que nous avons pu faire. Et l'une des parties les plus sensibles, c'est celle dont vous occupez. Donc, vous donnez au président les moyens de donner suite, effectivement, à cette revendication du peuple. Je crois qu'on est dans cette dynamique. Ce n'est pas pour rien que j'ai lancé quelques fleurs au ministre de la Culture en lui disant que son premier soutien dans le gouvernement, c'est le président. Parce qu'on sait que les Malikoura, là, si l'homme ne change pas, il ne pourra pas changer. Donc ce que vous dites, c'est des instruments pour pouvoir changer l'homme. Je voudrais donc vous féliciter. Donc vous donnez en réalité suite à une revendication majeure des Maliens à travers les assises nationales et à une revendication majeure, une exigence majeure que le président a placée devant le gouvernement. C'est de donner suite à ce que les Maliens ont demandé. Je crois que vous êtes en train de remplir honorablement cette mission. Je voudrais donc vous féliciter et dire qu'en tout cas au niveau du gouvernement, vous pouvez compter sur notre soutien. Le premier ministre de la refondation, il est l'un des piliers de ce système. Vous savez, au début, quand on formait le gouvernement, quand j'ai dit de venir, il dit non, lui ne veut pas être ministre. J'ai dit, il n'y a pas de ministre. Histoire de refondation là, il faut que tu viennes. Tu vas l'expliquer. Parce qu'au début, beaucoup ont dit, mais c'est quoi votre refondation là? Bon, quand j'ai appris récemment, ça faisait rire les gens, que Macron aussi a mis un comité de refondation de la France. J'ai dit, bon, ça veut dire que c'est bien compris maintenant par beaucoup de gens. Les assises nationales, beaucoup n'étaient pas pour. Mais ça s'est tenu et le président en a tenu compte. Parce que les assises ont posé les bases, le soubassement du nouvel édifice qu'on va construire. Ces assises, si vous vous rappelez, ceux qui ont fait leur mouvement de contestation, les militaires qui ont délivré le peuple malien, plus la majorité des Maliens, qui n'étaient ni dans l'un ni dans l'autre, c'est eux qui se sont retrouvés, pour tracer une feuille de route pour le peuple malien. Et le président l'a pris en main, c'est la mise en œuvre de cette feuille de route que le président met en œuvre. On vous a donc confié un aspect et vous êtes en train de le faire honorablement. Je voudrais donc vous remercier et vous dire que le Mali compte beaucoup sur vous. Tout le monde vous regarde parce qu'on a l'habitude de faire des bons textes, on applaudit, on rentre à la maison et puis c'est fini. Suivez votre affaire parce que les Malikoura là, ça dépend de la réussite de votre travail aussi. Et j'espère que vous allez continuer. En tout cas, nous comptons bien sur vous. Merci bien, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, félicitations. La séance est levée.